Bon, alors on commence par une installation de Claude Clarbousse qui est dans l'axe de la porte d'entrée. Ça fait que quand on entre, évidemment, on voit la plume de loin qui nous attire. Une plume géante, comme on le voit, donc en aluminium, peinte évidemment sur la partie plume, comme les vieilles plumes sergent-major. Et c'est un petit peu ce qu'il a voulu suggérer, c'est que bon, la plume était un outil ancien qui maintenant a été concurrencé par les textos et par les moyens actuels de communication. Alors si on regarde de plus près, on se rendra compte que cette énorme plume écrit un mot, qui est le mot ciel, écrit en tout petit. On comprend donc qu'il s'agit d'un trompe-l'œil, puisque cette plume n'a évidemment pas écrit ce mot, elle a été écrite avec un autre stylo. Et ça prête à interprétation, dans la mesure où on peut se dire qu'il y a beaucoup d'ambition pour beaucoup de travail aussi peut-être, beaucoup de démesure pour aboutir finalement à un peu de ciel, c'est-à-dire un peu de résultat idéal, quoi, un peu d'art en fait, peut-être. Donc beaucoup de travail pour finalement, au bout du compte, réussir des petites choses. La vitrine qu'on voit là, ça fait partie des artistes qui sont des piliers des éditions Rivière. Donc c'est René Ponce qui a fait partie du trio d'écrivains de départ. Évidemment là on voit quelques-unes des pages de ces poèmes assez sombres, illustrés par des artistes assez connus, puisque là par exemple on a Daniel Dezeuse, qui est un des grands noms de notre région déjà, et de Support Surface, le mouvement Support Surface, qui est connu nationalement. On a également Nicole Drano, qui était venue avec son mari Georges animer un atelier d'écriture ici et faire une intervention lors des journées de la poésie il y a quelques années. Au-dessus, ce sont des travaux de mes élèves, donc de première L. Alors il doit y avoir Myriam là, et puis là il doit y avoir Océane, qui ont fait à chaque fois des petits livres à partir d'un chiffre. Si par exemple ils avaient choisi le chiffre 4, eh bien ils ont pris les 4 saisons qui ont été traitées par 4 poèmes qui sont eux-mêmes 4 quatrains par exemple. Alors la deuxième vitrine, c'est celle de Christian Schimao, qui est à la fois un écrivain, critique littéraire, mais aussi critique d'art, qui connaît bien donc le milieu de l'art contemporain. Ici donc, parmi les artistes avec lesquels il a travaillé, il y en a un qui est plus connu que les autres, c'est Patrice Vermeil, dont on voit de superbes illustrations. Et puis il y a sa compagne sur la gauche là-bas, qui est Marie-Christine Srigin, qui est photographe, et qui fait un travail intéressant sur des procédés d'irisation, des procédés de solarisation, qui créent des effets fantastiques. Au-dessus, c'est encore un travail d'élève. Donc, quand par exemple, on prend le chiffre 5, alors là, ça doit être Mélissa, oui, c'est Mélissa, je pense, Canfour, qui doit faire partie d'ailleurs des musées d'Orable. Et à côté, il y a également un travail, mais cette fois-ci, qui n'a pas été présenté sous forme de livre, qui a été présenté en pièces détachées. C'est Nina qui a fait ça. Voilà. Alors, c'est sur le thème des saisons, comme je disais tout à l'heure, les 4 saisons. Certains, c'est les 5 doigts de la main, ou les 5 continents. 12, ça va être, comme on le dira tout à l'heure, 12, par exemple, mois de l'année, voilà. Ou 12 dieux de l'Olympe. Ça doit être Tracy, toujours de première aile. Et dans les vitrines, nous avons l'écrivain femme assez connue qui habite Montpellier, qui s'appelle Régine de Tambel, qui a publié énormément chez Gallimard, chez Actes Sud, chez plein d'éditeurs, et beaucoup aussi de littérature pour l'enfance. Alors là, elle est particulièrement soignée, puisqu'elle travaille en particulier avec Estelle Contamin, qui sera en résidence à Musidora dans 2 ans, et ici Yves Régnier, dont nous avons la chance d'avoir ici toutes les œuvres sur le mur. Voilà. Donc, comme on le voit, il y a des pièces de cette composition qui peuvent interpeller les élèves, puisqu'on y voit des ardoises. Donc ça rappelle évidemment l'univers scolaire, mais traité ici de manière beaucoup plus libre, beaucoup plus ludique, et des skates, amputés d'ailleurs de leurs roues, dont il se sert également comme support.
C'est-à-dire plutôt que de faire un cadre ou une toile avec un châssis, un tissu, etc., il utilise directement un support déjà existant qu'il sauve de l'oubli, qu'il sauve du rebut par exemple, et sur lequel il intervient. Alors parfois en laissant la couleur originelle et en pratiquant des collages, comme il le fait souvent dessus, parfois en recouvrant donc cette ardoise de couleurs spécifiques, comme on le voit dans celle-ci. Et puis il y a également un hachoir, là-haut, un hachoir de cuisine, toujours avec la pratique du collage. Voilà. Mais enfin, l'essentiel de sa composition est faite de conglomérats de papier collé, papier plutôt quand même rigide, hein, parce qu'il s'agit souvent de cartes postales, de cartes à jouer, plus rarement de timbres, de reproductions d'œuvres d'artistes. On en reconnaît quelques-uns au passage. Là, j'ai vu qu'il y avait Piero della Francesca, Toulouse-Lautrec, Seurat. Et évidemment, ça agit comme une espèce de fresque murale qui serait faite essentiellement de blanc, bien sûr, hein, le blanc de l'oubli ou le blanc de ce qui a recouvert la mémoire. Et puis ces cartes postales émergent, un petit peu comme des souvenirs émergent du fond de notre mémoire. Vas-y. Alors là, on a un artiste qui est une espèce de magicien et de génie du dessin, et qui utilise donc toutes les ressources de son imagination, mais aussi de notre culture, puisque là on reconnaît très bien par exemple une carte du tarot, pour composer des espèces de fresques graphiques absolument extraordinaires, avec un esprit d'insolite, qui passe par des références alchimiques, des références symboliques, des références ésotériques, qui renvoient un petit peu à toute notre culture, mais aussi à la culture voilà, des magiciens, quelque chose qui n'a pas été comme ça entériné par à la fois la science et l'art habituel. Donc c'est surprenant, ça ne respecte pas les règles de l'art, c'est vrai que ça se rapproche de l'art brut, mais c'est un petit peu ce qu'il cherche, ce qu'il a voulu. Il travaille essentiellement en noir et blanc, mais comme on le voit parfois, il intègre des éléments colorés. Et de plus en plus, il pratique le collage. Et c'est par le collage que il s'exprime maintenant, aussi bien dans l'univers des références culturelles, hein, on voit facilement des portraits, des personnages apparaître, parfois même des citations d'œuvres célèbres, et également un univers de formes, hein, puisqu'on reconnaît par exemple des formes circulaires, des formes qui traduisent le mouvement, des formes spiralées ou souples, hein, voilà. Et donc c'est quelqu'un qui n'a pas fait les beaux-arts et qui propose une autre façon, un autre regard, disons, sur l'art. Alors là, c'est ma vitrine, hein, c'est la vitrine BTN, Bernard Tolonnoy. J'y ai mis les artistes qui n'ont travaillé pratiquement qu'avec moi dans cette maison d'édition. Alors on reconnaît Michel Cadière, là, justement, illustrant un de mes textes. Max Charbolène, qui est un artiste assez connu dans la postérité de Support Surface. Fabien Boitard, que l'on connaît ici puisque nous l'avons exposé. Dominique Gauthier, qui est un grand nom de la peinture contemporaine. Cédric Debatz, qui est un artiste qui est sorti il n'y a pas si longtemps des Beaux-Arts. Guillaume Mostini, qui est un artiste qui est soutenu par la Galerie Pantier, qui me l'a recommandé, qui m'a invité à faire un livre avec lui. Et puis Gérard de Pralon, qui est prof aux Beaux-Arts de Nîmes. On a également derrière là-bas Astor, l'artiste Astor, qui vit à Alès. C'est un des premiers que j'ai fait. Un texte qui s'appelle Bonnefoy, en 2 mots, et qui est un hommage à Yves Bonnefoy, le poète. Et là-haut, c'est Aude qui nous a fait un très beau livre d'artiste, comme je lui avais demandé. Voilà. Alors ensuite, ici, on a un certain nombre de grands poètes, comme James Sacré, qui est venu d'ailleurs ici faire une intervention dans notre lycée il y a 2 ans d'ailleurs, avec des artistes assez connus, hein, puisqu'on a Gérard Titus Carmel qui est connu dans le monde entier, et Michael Gluck, qui est également dramaturge, et qui ici a travaillé avec l'un des artistes les plus connus de Montpellier, qui s'appelle André-Pierre Arnal. Je ne peux pas tout citer tout le monde, hein, bien sûr. Là, on a Jean Joubert, qui nous a fait l'amitié de venir au vernissage, et qui a fait un livre avec Sylvie de Paris. On a Frédéric Jacques Temple, qui est le doyen, hein, des écrivains
de la région, ici avec Alain Clément, hein, que j'aime beaucoup, et puis Bernard Noël, qui est également un poète très connu sur le plan national, et qui a travaillé avec une artiste italienne. De ce côté, on a Gaston Puel, qui vient malheureusement de nous quitter, qui vient de décéder, et qui est un des grands poètes de la région. Alors on reconnaît ici Jérôme Dupin, avec lequel il a travaillé. Et puis d'autres, on ne peut pas citer tout le monde, hein, mais par exemple on a Paola Di Prima, qu'on retrouvera dans la pièce à côté. Et puis de ce côté, on a, ça doit être Serge Lunal, je pense, et de ce côté, on a Michel Butor, qu'on ne présente pas, un nouveau romancier, un des plus grands auteurs du siècle. On voit ici un livre de lui illustré par André Cervera, Le C'est toi, qui expose chez Hélène Trintignant en ce moment. Jacques Clausel, qui vit pas très loin d'ici, et qui est également éditeur de livres d'artistes. Catherine Achon, dont nous avons 2 toiles dans la pièce à côté. Et Marie-Jo Butor, donc, qui également vient de décéder, et à qui il a voulu rendre hommage par ce poème. Alors, une pièce de Véronique Reynaud, hein, toute de noir vêtue. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que les petits points que l'on voit de loin, en fait, ce sont des épines. Elle a voulu suggérer des épines. Faites évidemment avec un procédé répétitif, style gâteau, hein, de gâteau de pâtissier, mais ce sont des épines. Alors évidemment, on peut y voir ce qu'on veut dans cette composition, mais ça nous fait penser à la couronne du Christ, hein, et donc peut-être à une interprétation contemporaine du thème de la crucifixion, d'autant que juste à sa gauche, il y a une œuvre qui s'intitule Ciel, et juste à sa droite, on retrouve le ciel avec les photographies de Paola Di Prima. Alors quand on voit celle-ci, par exemple, on a du mal à reconnaître, mais en fait, c'est tout simplement des photographies de la Lune prises en plein mouvement. C'est-à-dire qu'en même temps qu'elle photographie, au lieu de rester statique, elle bouge. Alors toute cette série là de Paola Di Prima, c'est un travail qui est effectué à partir de photographies de la Lune, ce qui ne se voit pas a priori, mais d'une part, elle bouge comme une danseuse autour du motif, et d'autre part, elle laisse un temps d'obturation maximum plutôt, c'est-à-dire que donc la photo est prise en quelques secondes, ce qui permet d'avoir ces effets de mouvement. Et là, évidemment, on dirait des nuages, mais c'est toujours le même procédé. Si on regarde de près, c'est la Lune, plusieurs lunes, en fait, c'est la même Lune prise plusieurs fois, en fait, qui donne cette illusion d'une espèce de nuage ou de bulle de bande dessinée. Voilà. Donc on peut dire qu'il y a une dimension chorégraphique dans son travail, de ce point de vue-là. Ici en noir et blanc. À côté, elle a mis des peintures en couleur. Alors ça part un peu aussi d'une démarche photographique, parce que, imaginons-nous dans un train, et elle photographierait l'extérieur, mais évidemment avec la vitesse, on ne retient que les couleurs et les formes, et c'est bien ce qu'elle montre sur ces peintures, des couleurs, et évidemment des horizontales, hein, qu'on retrouve également ici dans les 2 petites peintures qui sont à gauche du radiateur. Dans cette vitrine, alors on reconnaît ici un petit travail d'artiste, hein, je ne sais plus de qui d'ailleurs, oui, ça doit être Laurine, voilà, Laurine. Alors, un petit travail de Joris Brantuas, là, pour qui j'ai fait un poème qui s'appelle Fête de la peinture. 2 livres d'un de mes amis poètes qui s'appelle Rox Salagé, et surtout un livre d'un ancien élève qui était encore l'année dernière à l'établissement, qui s'appelle donc Vincent Boucheron, que Dorothée Clos a bien voulu illustrer. D'ailleurs, il va faire d'autres livres d'artistes, ce jeune homme. Et ce qu'on voit en accordéon, là, c'est ma fille, Béatrice, qui a demandé à faire partie de l'exposition et qui a fait ce travail donc, graphique de profil à l'égyptienne avec une espèce de ruban de paroles qui part d'un côté et qui se referme de l'autre. Voilà, et moi j'ai fait un poème au milieu, ce qui fait que, évidemment, elle a joué à fond la carte du procédé du livre d'artiste en accordéon. Alors Didier Ecker, comme on le voit, évidemment, il y a beaucoup de carrés, hein, il y a un hommage au carré, qui est plus pictural que le rectangle portrait ou le rectangle paysage. Si on regarde de près, par exemple, celui-ci, alors bon, si on regarde celui-là, par exemple, on a l'impression de voir un immeuble avec des personnages. En fait, ce sont des éléments colorés qui sont juxtaposés et dont on voit la manière de
la manière de les inclure dans la toile sur ce store. Parce que tout part de la réflexion sur un store, d'où la régularité du tableau qu'on vient de filmer là. Donc le store renvoyant évidemment à la fenêtre à la lumière à la couleur, ce qui explique pourquoi dans toutes ces couleurs, avec cet effet store qui apparaît à l'horizontale sur les tableaux. Alors ici donc, on a un triptyque avec deux panneaux latéraux et un panneau central, noir, avec un effet de blanc évidemment, la parasite au milieu, parce que le noir c'est de là qu'émerge toute chose, c'est l'absence de lumière. Et si on regarde ces deux-là, on va retrouver l'effet store ici, avec ces petits éléments qui sont collés sur la partie carré dans le carré. C'est-à-dire qu'on a ici une mise en abîme, un carré dans le carré. Et puis je suppose qu'avec un cache, l'artiste a d'une part fait des réserves de rouge ou de noir ici, et puis le procédé coloré qu'on voit au milieu est fait à partir d'un geste pollockien, c'est-à-dire de draping de plusieurs couleurs, de jets de plusieurs couleurs qui viennent se combiner. Deux toiles de Catherine Achon, une plutôt colorée, l'autre plutôt dans les gris, un petit peu sourd. Donc, bon, évidemment, on reconnaît tout de suite un système tachiste, on travaille sur la tâche, avec une fluidité de la peinture utilisée, qui permet ces effets de transparence et d'opacité. On pense à un univers liquide, à un univers prénatal, à un univers cellulaire, donc microscopique. Ici, il y en a qui voient l'éclosion d'une fleur, ou qui voient une orchidée, ou qui voient un petit peu ce qu'ils veulent. Mais en tout cas, à chaque fois, on travaille sur la tâche, sans doute inspirée de la peinture américaine, notamment celle d'Hélène Frankenthaler, qui avait travaillé dans cette optique-là dans les années 60. Acrylique de Pab, très marqué par les amis qu'il a eu dans le milieu de l'art, que ce soit Braque par exemple, ou Jean Hugo, ou peut-être même Cocteau. Donc Pab est celui un petit peu qui a l'initiative des éditions Rivière, puisqu'il avait créé une maison d'édition à laquelle il a fait collaborer Picasso, Picabia, Alechinsky et plein d'autres artistes connus comme Miro. Et c'est son cousin, donc Jean-Paul Martin, des éditions Rivière, qui nous a prêté tous les livres qu'on voit en vitrine et qui a repris un petit peu le relais. Il a pris le relais avec des nouveaux auteurs et de nouveaux artistes. Voilà. Mais il a retrouvé, quelque temps après la mort de Pab, beaucoup de poèmes de celui-ci et d'autre part des petites œuvres non utilisées par celui-ci. Et il s'en est servi au départ pour commencer cette maison d'édition en illustrant des poèmes de Pab par Pab lui-même. Donc c'est ce qu'on voit dans cette vitrine. Et puis dans un deuxième temps, sont intervenus deux artistes assez importants pour les éditions Rivière, Anne Slassik, celui qui devrait travailler avec notre élève Vincent Boucheron, et Silver, qui sont donc les deux des piliers, alors cette fois-ci sur le plan artistique, puisque j'avais dit tout à l'heure qu'il y avait René Ponce, Schimao et moi comme piliers sur le plan littéraire. Et voilà, et donc on voit ici les poèmes de Pab, illustrés par Anne Slassik et par Silver, qui sont les deux autres grands piliers artistiques, au départ en tout cas, des éditions Rivière, héritières des éditions Pab. Alors ici, toujours des poèmes de Pab illustrés par des grands noms de la peinture régionale bien sûr, mais surtout nationale et même internationale, avec ici Claude Viala. Alors Claude Viala avec sa célèbre forme, mais aussi Claude Viala avec des travaux sur la tauromachie. Et puis un autre grand nom de la peinture contemporaine qui est Jean Le Gac, qui est d'ailleurs originaire de notre région. On a également ici une esquisse, un petit travail de Stéphane Bordarier, qui est un des grands noms d'artistes vivant dans la région. Et puis, de l'autre côté, deux artistes qui sont présents dans cette exposition. Alors Didier Ecker, dont on vient d'évoquer les stores et les carrés, et puis Claude Clargous, qui travaille à la fois sur la transparence et qui articule sa production, faite souvent d'ailleurs d'installation, autour d'un concept qui est le concept de ciel, que l'on peut interpréter de toutes les manières possibles et imaginables. C'est lui qui a fait la plume qu'on a vue au départ. Alors justement, à propos de ciel, il a travaillé, lui, in situ, en prenant des mesures directement sur les lieux, et ça donne cette installation. Et ça donne l'installation que l'on voit au fond de la pièce, qui a été faite sur mesure pour ce lieu. Donc ce mot ciel
hein, qui est articulé au mur, avec ces cordages qui sont sous-tendus par une armature en métal. Le cordage est relié à un sifflet en aluminium qui lui-même a été fabriqué par l'artiste avec un ballon dedans pour simuler la petite boule. Et évidemment, le fait qu'il y ait cette articulation entre le ciel et le sifflet, ça crée une interprétation possible, hein, selon laquelle le ciel nous appelle quand il veut, quoi. Le ciel peut à tout moment nous siffler quelque chose dans les oreilles qui n'est pas forcément positif pour nous, quoi. Voilà. Alors ce qui est intéressant, bien sûr, c'est d'une part qu'on ait réussi à montrer que la littérature et les arts plastiques pouvaient faire un bon ménage, hein, puisqu'on a des livres d'artistes avec des poèmes illustrés par des artistes plus ou moins reconnus. Et puis au mur, on a essayé de mettre un petit peu tous les genres, que ce soit la photographie, comme Paola De Prima, l'installation, Clarbousse, le dessin, avec Michel Cadière, la peinture, avec Didier Ecker, Catherine Achon. On pourrait dire également l'estampe avec cette œuvre qui est en face là-bas, et qui est donc celle de Michel Cadière. Le collage avec Yves Régnier. Et est-ce qu'on peut dire la sculpture avec la plume de Clarbousse par laquelle on a commencé. Voilà. On m'a dit une expo un petit peu aboutie, quoi, une expo un peu exhaustive, voilà, si vous cherchez le mot.